Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir avec le Cercle des Chroniqueurs. Ravi de vous savoir à l'écoute au programme depuis Montréal. Tout à l'heure, Denis Martin-Chabot nous parlera d'une haine anti-trans qui se développe dans les provinces du Canada. Un sujet qui aurait pu aborder Nicolas Rividi dans le plus de l'actu. Mais Nicolas, bonsoir à toi. Ton sujet ce soir ? Eh bien, ce sont les kinks dans la communauté. Non, je rigole, Non. c'est parce que tu voulais pas. On revient sur la manifestation contre l'antisémitisme d'hier. Les manifestations même. Culturez-vous, c'est avec Jean-François Kérisy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien oui, ce soir nous allons parler de beauté. En off tout à l'heure, on parlait un peu de maquillage, parce que c'est vachement... De ripollinage. De ripollinage en ce qui concerne certaines personnes, pas ici, je précise. Mais nous allons donc parler beauté, celle d'Isabelle Adjani qui signe cette année son grand retour à la musique avec un magnifique album. Et on va parler parfum pour rester sur le thème de la beauté avec la très belle exposition Parfums d'Orient à l'Institut du Monde Arabe. Et nous allons passer à deux beautés aux manettes pour la réalisation et les sons de la culture. C'est avec Nathan Iliero et Anatole Macha. Bonsoir à tous les deux, comment ça va ? Bonsoir Emma, ça va ? Anatole ? Et bien ce soir, on va parler de l'artiste non-binaire Arca. Bien, ce sera passionnant tout à l'heure avec toi. Nathan ? Et quant à moi, je vais vous parler d'une icône de la musique pop. On l'appelle d'ailleurs la reine de la pop, tout simplement Madonna. Oui, je dîne avec elle ce soir, vous me croyez ? Un petit peu quand même, hein. Non, si, on est de la même génération, donc elle m'a invité. Oui, et tu nous invitais en plus. Ah oui, c'est vrai que je vous ai invité, je vous ai envoyé ça quand ? Il n'y a pas plus tard qu'hier, dimanche. Ah, j'ai dû être bourré. Voilà, moi j'ai pas reçu l'invitation par contre. On sent que les gens sont traités différemment dans cette émission. Mais... Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Dans Livrez-vous, Valérie Beau est de retour. Bonsoir Valérie, comment vas-tu ? Eh bien, très bien, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis de retour d'un long voyage et d'ailleurs, je vous avais envoyé quelques sons. Effectivement, qu'on a le plaisir de passer. Alors ce soir, tu vas nous faire découvrir une nouvelle que tu as écrite. Eh bien voilà, merci Brahim, merci à l'équipe, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, alors j'avais écrit une nouvelle il y a quelques années où mon imaginaire m'avait embarqué en Nouvelle-Calédonie. Allez savoir pourquoi. C'est l'histoire de rencontre. Nous sommes au 19e siècle. Une femme qui a résisté sur les barricades de la Commune en 1870 est envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Dois-je vous parler d'amour ? Oui, je parle d'amour lesbien. Que va-t-il arriver à Thérèse de Limay et Louise Natty ? Nous voyageons aussi dans le temps pour nous relier à Hortense. Mais qui est Hortense ? Pour écrire, j'ai effectué des recherches. Alors j'étais à Paris, j'étais devant mon ordinateur. J'ai créé à partir de la beauté découverte virtuellement. Elle m'emportait sur l'île des Pins et plus précisément à la baie du Py. Et c'était sans savoir que la vie m'amènerait sur place quelques années plus tard. J'en reviens. Maintenant, j'avais envie d'écrire de nouvelles histoires. Et à l'île des Pins se dégage une magie certaine. Alors, l'occasion de mon voyage a été, pour mon éditeur, de publier cette nouvelle qui a été présentée en primeur à la librairie Calédo Libre à Nouméa. Et sur l'île des Pins, le texte plane aussi. La nature est préservée et dans la forêt, est-ce que l'on croise encore un certain papillon ? Il faut que j'y retourne et que j'écrive encore. Alors, le livre est de petit format. Il a été terré à 120 exemplaires numérotés et il est soutenu, vous pouvez le trouver à la librairie Violette & Co. et Les mots à la bouche. Alors Valérie, comment est l'idée de cette nouvelle, la baie du Py ? Du Py, c'est ça. Et pourquoi as-tu choisi la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien justement, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'à un moment, on écrit et on se dit tiens, voilà, j'avais envie d'écrire sur des personnes qui avaient pu vivre cet épisode de la Commune. À force de faire des chroniques aussi, de parler par exemple de Louise Michel, eh bien ça donne des idées. Se dire tiens, lorsque j'écris, tiens, mais pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie ? C'est loin, mais comme je ne connais pas, je prends mon ordinateur, je cherche, je lis. Je vais sur Google Alerts, je regarde et donc je sais pas, le mot la baie du Py m'a plu, j'ai vu de plus près et je me suis dit ah mais oui tiens ce serait très bien
Et quand c'est comme ça, les images me renvoient des mots et j'écris comme si j'y étais. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur les personnages principaux, Thérèse de Limay et Loïse Naty. Comment leur relation évolue-t-elle tout au long de l'histoire, Valérie ? Alors, je vais pas trop vous en dire, mais je vais vous en dire un petit peu, c'est toute la subtilité. Eh bien, il y en a une qui est expédiée, donc Thérèse de Limay, qui est expédiée, on va dire, au Bagne et en Nouvelle-Calédonie, qui finalement, un peu sur le thème de Louise Michel, mais différemment, qui finalement décide de rester sur place. Eh bien, sur place, il y a des femmes, mais il y a un moment, mais il y a une rencontre. Et il y a aussi un côté féministe, parce qu'il y en a une qui est féministe et l'autre qui découvre aussi elle a écrit un guide de la nouvelle femme féministe, ou de la femme féministe, et une lit ce texte-là, et il y a une fascination intellectuelle entre les deux femmes. Ouais. Hortense, elle est mentionnée aussi. Tu en parles, qui est Hortense ? Alors justement, je ne vais pas vous le dire, ouais. Mais il y a un voyage dans le temps, parce qu'à un moment, on arrive au XXe siècle. Et donc, il y a aussi une rencontre, et il y a encore une autre personne qui va découvrir Hortense. Enfin, je suis aussi archiviste, alors ça me donne du grain à moudre. Ouais. Et donc, parfois, il y a des archives qui apparaissent, et les archives sont aussi des rencontres. Voyage dans le temps, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus quand même. En écrivant, tu te voyais aussi dans ces histoires, dans cette histoire ? C'est-à-dire, oui, alors je cherche toujours l'endroit. Parce que moi, j'ai inventé un endroit où elle est censée habiter. Ouais. Donc, dans mon imaginaire, je vois vraiment cette maison. Mis à part que c'est vraiment mon imaginaire, parce que je suis allée sur l'île des Pins, il y a 2500 habitants. C'est beaucoup moins urbanisé que dans mon imaginaire, mais elles ont pu très bien habiter dans les environs de Nouméa. Et de Nouméa à l'île des Pins, on met 2h30 de bateau actuellement, ou une demi-heure d'avion. Ouais. Donc on était quand même au 19e. Sur l'île des Pins, il y a aussi des personnes qui étaient exilées au Bagne. Et c'était très compliqué, il y a encore des traces. Mais voilà, c'est mon imaginaire. Et lorsque j'ai partagé aussi sur place, parce que là où j'ai logé sur l'île des Pins, je leur ai dit, tenez, j'allais à la baie du Py, c'est absolument magnifique, parce qu'on se promène avec une pirogue. Et je leur ai dit, voilà, j'ai écrit de la baie du Py, et enfin, ça a touché les personnes que finalement, de si loin, sans être jamais allées là, j'avais pensé écrire une histoire sur la baie du Py. Et je leur ai dit, ça me donne envie d'écrire d'autres choses, parce que c'est tellement beau. Il y a tellement une nature exubérante qui développe un imaginaire que j'ai peut-être envie d'écrire toute une série qui viendra, un voyage dans le temps aussi. Ta nouvelle explore également le thème de l'amour lesbien. Pourquoi as-tu choisi d'aborder cette thématique et comment cela contribue-t-il, je dirais, au développement des personnages ? Tu vas peut-être pas vouloir nous en dire plus aussi. Si, parce que en fait, j'ai pas tellement envie d'écrire des histoires hétéros. Je vous rassure, je ne suis pas hétérophobe. Et en fait, c'est ce qu'on lit partout. On est dans un monde hétérocentré, on ne lit que ça. Et moi-même, étant bisexuelle, j'ai plutôt envie de mettre cet aspect de ma vie, pas seulement, mais cet aspect, cette visibilité d'amour entre femmes. Parce que, c'est aussi un acte de visibilité. Pourquoi est-ce que j'écrirais ce que tout le monde écrit ? Et puis lorsque je vais à la librairie, par exemple, il y a un côté aussi militant. La libraire Calédo Livre m'a dit, mais de quoi s'agit-il ? Et je lui ai expliqué, et ça n'a pas du tout coincé. Ouais. Mais c'est aussi, ça m'amuse aussi beaucoup. La baie du Py, c'est un livre qui est assez attractif. Et puis, si on regarde le pourcentage d'hétéros, ils sont quand même assez nombreux. C'est aussi de nombreux lecteurs. Et ça leur fait du bien aussi de lire... ça peut leur donner des idées. Mais au moins, ça met mis en visibilité, donc je suis très fière. Alors tu nous dis que tu as fait beaucoup de recherches justement pour écrire donc cette nouvelle. Qu'est-ce qui t'a influencé ? Il y a des choses qui ont influencé quand même pour que tu écrives ton écriture un peu. Oui, alors l'écriture, j'ai lu des textes, j'ai essayé de trouver des textes de Louise Michel sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle a écrit dessus.
Ensuite, le fait d'être archiviste et de lire des correspondances, de baigner dans ces voyages dans le temps, d'avoir des images comme ça qui viennent, même de photographies anciennes, de baigner. Vous savez, les chroniques que j'écris ici me nourrissent énormément de personnalité. Donc, je décortique la vie et j'essaie de livrer notre culture en visibilité. Donc après, dans ma tête, je ne sais pas, ça ne s'explique pas, il y a un mix. Et lorsque j'écris et que je me relis, je suis même étonnée de ce que j'écris. Ouais. En parlant de la beauté de l'île des Pins, tu évoques aussi une certaine magie qui s'en dégage. Comment cette magie se manifeste-t-elle dans ton récit? Fais-nous rêver un peu pour des gens comme moi qui ne voyagent pas beaucoup. Eh bien, j'ai imaginé à partir de photos, il y a des mots qui sont venus et c'est un peu comme si j'écrivais un long poème et que l'environnement qui était autour développait aussi une certaine psychologie des personnages. Et aussi, il y a aussi une relation, lorsque autour, le paysage est tellement beau, il y a aussi comme une certaine douceur ou sérénité ou harmonie qui se glisse entre les corps, malgré les difficultés ou les tensions ou la situation quand on est envoyé comme ça de force en Nouvelle-Calédonie. C'est pas très drôle à l'époque. Mais ensuite, c'est complètement une rêverie à partir surtout de photos. Je suis passionnée de géographie, donc je regarde, je me dis si j'étais là, j'imagine. Mais sur place, j'étais encore plus. En fait, j'ai créé mon propre mythe parce que j'ai traversé cette baie du Pi. Et alors, moi, j'étais tout en émoi en me disant « je suis quand même à la baie du Pi, c'est extraordinaire !» Et j'ai créé mon propre mythe. Alors que les personnes, les touristes autour de moi ou les personnes qui visitaient étaient très contents, mais ils n'avaient pas la baie du Pi, cette magie que moi, j'avais créée dans ma tête. Et cette envie d'écrire à nouveau, parce que maintenant, j'ai les odeurs, maintenant, j'ai les bruits, maintenant, j'ai la couleur de l'eau dans les yeux. Et ça donne envie d'écrire autre chose, peut-être une sorte de suite, puisque les voyages dans le temps peuvent me faire rencontrer qui je veux comme je veux. Tu es une femme libre. Oui, les archives ont encore dans ma vie développé l'imaginaire parce que finalement on peut tomber sur une correspondance et vous savez, dans mon travail d'archiviste, j'ai parfois numérisé des fonds de plaques de verre et ça veut dire que je passe des tête-à-tête avec des personnes que je connais pas et dont je vois toute leur vie. Et il y a un système de résonance et de rencontre. Et ensuite, lorsqu'on fait des recherches, on peut trouver des correspondances, on peut trouver beaucoup de choses. Et on peut finalement être accompagné dans son présent de personnes qui finalement ne sont plus là. La nature et la préservation de l'environnement jouent un rôle important dans ton histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance de la nature et si le papillon que tu mentionnes est un symbole particulier? Eh bien, je l'ai cherché et c'est très plaisant parce que j'ai vu une nature absolument extraordinaire, encore plus extraordinaire que je ne pensais en Nouvelle-Calédonie, parce que 75% du végétal est endémique, on le trouve nulle part ailleurs. Donc ça développe forcément une faune et une flore absolument exceptionnelles. Et ce sont des zones vraiment extrêmement peu habitées. Où on garde cette magie d'une nature intacte et la Nouvelle-Calédonie, cette région-là est classée patrimoine de l'humanité, patrimoine protégé de l'UNESCO. Il y a des récifs, des lagons. On peut voir très facilement des tortues de mer. Il y a une magie perpétuelle. Donc, ça fait chaud au cœur en cette période, des fois un peu déprimante et déprimée, d'aller se nourrir de beauté. Alors, la nuit du Pi, la baie du Pi, 120 exemplaires numérotés. Pourquoi 120 numérotés? Eh bien, numérotés parce que ça donne une valeur à la publication sur lequel il y a une gravure, il y a un papier particulier. Et puis, la vérité, c'est qu'il y avait une réserve de papier chez l'éditeur et qui a permis d'éditer avec ce lot de papier cette couverture 120 exemplaires. Et c'est un peu une publication exceptionnelle
Et voilà, je remercie vraiment. Il y a un beau travail de graphisme derrière. Tu es soutenu par les 2 librairies parisiennes, Les Mots à la Bouche et Violette & Co. Oui, je salue la librairie Arcane à Châteauroux qui soutient aussi le livre. Et puis Calédo Livre en Nouvelle-Calédonie qui l'a et qui le présente. Et j'ai eu des retours très très chouettes. Merci. Des personnes souhaitent réagir. Nicolas? Moi, 2 choses. La première, c'est que j'ai une admiration sans borne pour les gens qui osent se confronter à un éditeur. Je crois que je suis définitivement incapable de faire ce genre de truc. Si. Non, mais donc du coup, je suis très ému. Et quand je vois les autrices et quand l'autrice est en plus une copine de la radio, ça m'émeut encore plus. Et je trouve que c'est magnifique. La deuxième, c'est que j'ai un souhait. C'est que dans 100 ans ou 120 ans, la chronique « J'écris ton nom » n'existe plus. Et je crois viscéralement que cette littérature-là est fondamentale. Il faut raconter nos histoires. Et Valérie disait tout à l'heure, je ne vais pas raconter les histoires que disent tout le monde, enfin ce qu'écrivent tout le monde. En fait, ce n'est pas les histoires qu'écrivent tout le monde, c'est les histoires qu'on nous impose. La société nous impose ces histoires-là et cette façon de voir les relations entre les hommes, entre les femmes, etc. Et voilà, je trouve que ça peut sembler, alors oui, il n'y a pas beaucoup de pages et tout, mais c'est une brique, c'est une pierre fondamentale pour tous les gays, tous les lesbiennes, tous les bi, tous les trans et tout ce qui compose notre communauté. Et donc, à ce titre, voilà, je trouve que il faut avoir ce courage-là d'écrire les histoires que les autres n'écrivent pas et qu'on n'entend pas ailleurs. Et pour ça, je trouve que c'est super, quoi. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que j'ai un 2e roman qui va apparaître l'année prochaine. Donc là, vous aurez comme projet. Voilà. Donc c'est un roman qui s'appelle Partir. C'est l'histoire aussi d'une femme qui est lesbienne, qui s'assume comme lesbienne, qui est en 2015 sous les bombes à Alep et qui veut vivre. Ouais. Et on en reparlera. Jean-François, ça te donne envie d'écrire, toi qui écris bien? C'est gentil. Moi, j'ai plusieurs tentatives, mais je suis un peu comme Nicolas. Moi, l'idée d'aller me confronter à un éditeur qui va m'expliquer que c'est pas ceci, c'est pas cela, ou c'est bon. Alors du coup, je remise à plus tard, dans une centaine d'années. On peut, puis on fera une manif aussi. Oui, aussi. Je pense qu'on va pas être tout seul, je crois. Non, je pense. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un jeune auteur qui avait envoyé à une maison d'édition un manuscrit qui était un tout petit peu arrangé, mais qui était un texte de Marguerite Duras. Et il avait été rejeté en lui disant que c'était vraiment du n'importe quoi. Voilà. Et comme quoi, finalement, il faut quand même garder espoir. Non, je voulais juste poser une petite question à Valérie. Concernant son travail, ça a l'air absolument magnifique. Je vois l'objet, c'est pas très pratique en radio, mais je vous assure que c'est très beau, donc achetez-le parce que c'est vraiment, en plus d'un beau texte, un très bel objet. Et je suis assez sensible aux objets. Comment tu travailles quand tu écris, Valérie ? Eh bien, je suis devant mon ordinateur. En fait, j'ai des images mentales et je me dis, bon, lâche-toi, tu pars, tu délires, tu t'en fous, tu verras bien où ça te mène. Et puis après, j'écris, j'ai une séance d'écriture, je me relis, je me dis, oh, t'as écrit ça. Alors des fois, je me fais peur, des fois, je me dis, oh bon, c'est toi. Et puis l'histoire arrive et après, les personnages viennent. Je sais pas, c'est complètement magique parce que je n'arrive pas à faire un plan et à savoir ce qui va se passer. C'est qu'en fait, tu te mets sur ta table de travail, entre guillemets, comme on dit, et tu attends que ça vienne et ça vient comme ça spontanément. C'est vachement chouette, quoi. Oui, enfin bon, après, des fois, ça bloque, donc il faut aller se ressourcer, réfléchir, revenir. Tu vas faire un footing. Voilà, par exemple. Les viennent. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir comment les auteurs travaillent, en fait. Il y a plusieurs méthodes. Il y a celui qui se lève à 8h et s'il y a 8h05, il n'a pas pondu une page, il fait une crise. Puis il y a ceux qui laissent, un peu comme toi, Valérie, qui laissent un peu les choses venir et ça donne un très beau résultat. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Un petit mot avant de laisser le son à Nathan. Si tu devais écrire quelque chose sur Madonna, ce serait quoi en 2 mots ? Oh là là, ma belle jeunesse et sa belle jeunesse. Nicolas, toi, si tu devais écrire quelque chose sur Madonna. Mais là, quand elle est venue passer un Shabbat à la maison. Un Shabbat ou Ah bah oui, non mais non, non, faut quand même. Dis-le, on l'a dit en antenne. Enfin, oui, on l'a dit. On assume moins. Ouais, on assume moins, mais je vais quand même, parce que c'est très important. À défaut de Shabbat, on pourrait toujours faire un Chabit, mais j'en suis pas très fier. Mais je l'aime beaucoup. Je suis désolé.
Comme dirait De Caunes, pardon à tous. Bien. Nous allons passer au sérieux. Donc, Madonna, il s'agit bien de ton sujet ce soir musical, Nathan. Tout à fait. Et oui, du coup, ce soir, forcément, nous n'avons pas Valérie Beau, mais Madonna en face de nous, c'est quand même un énorme plaisir, forcément, voilà. Mais bon, il faut savoir que quand même, depuis les débuts des années 80, et puis du coup, ces débuts de sa carrière fulgurante, Madonna, elle a transcendé les frontières de la musique pour devenir bien plus qu'une simple artiste pop. Elle est devenue une véritable icône culturelle, particulièrement au sein de la communauté LGBTQI+. Sa musique, son style iconique et son engagement en faveur de l'égalité des droits en font une figure emblématique de l'acceptation, de la diversité et du respect de soi. Elle est née le 16 août 1958 à Bay City, au Michigan. Elle a commencé sa carrière musicale à New York au début des années 80 et a rapidement pris d'assaut le monde de la musique pop avec son premier album éponyme. Sa musique combinait des éléments de pop, de dance, de rock et de new wave, créant un son unique et irrésistible qui a largement et rapidement captivé un large public. Dès le début, Madonna a établi une connexion profonde avec la communauté LGBTQI+. Ses premiers succès, tels que Like a Virgin et Material Girl, ont résonné particulièrement avec les fans queer qui ont trouvé dans sa musique et son image une célébration de l'individualité et de l'émancipation. L'icône ne se limite pas à la musique pour Madonna. Son style excentrique et provocateur, sa capacité à se réinventer constamment et son franc-parler ont contribué à en faire une figure emblématique de la culture pop. Son impact va bien au-delà de la musique, s'étendant au domaine de la mode, du cinéma et même de la philanthropie. Madonna a toujours utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de l'égalité des droits. Son soutien ouvert à la communauté LGBTQI+, est devenu une partie intégrante de son image. Elle a été une voix forte contre l'homophobie et la discrimination, plaidant pour l'amour, la compréhension et l'inclusion. Plusieurs chansons de Madonna ont été élevées au statut d'hymne pour la communauté LGBTQI+. On va en citer quelques-uns. Like a Prayer, Express Yourself, mais surtout, Vogue. C'est surtout cet hymne qui a accompagné les générations dans les moments de célébration et de résistance. Des décennies après ses débuts, Madonna reste une force majeure dans la culture pop et une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Son héritage durable se mesure non seulement en termes de vente de disques, mais également dans l'impact positif qu'elle a eu sur la vie de nombreuses personnes, en particulier en sein de la communauté LGBTQI+. Madonna demeure ainsi une force de la nature, une artiste qui a transcendé les générations et les genres musicaux. Son héritage en tant qu'icône des gays repose sur bien plus qu'une sa musique entraînante et son style unique. Il réside dans son engagement authentique envers la diversité, l'amour et la quête incessante de liberté et d'expression. À travers les décennies, elle a prouvé que la véritable révolution peut commencer sur la piste de danse, portée par une musique qui célèbre la vie, l'individualité et l'acceptation de soi. Madonna n'est pas seulement une icône pop, elle est la lumière éternelle pour ceux qui cherchent à briser les chaînes et à danser au rythme de leur propre mélodie. Ce soir, pour célébrer un peu cette magnifique chronique, je souhaite en tout cas parler d'un morceau qui est quand même sorti il y a très peu de temps, mais qui fait, on va dire, qui commence à faire un tout petit peu de bruit aussi. C'est son morceau qu'elle a fait en collaboration avec Sam Smith, qui est aussi maintenant devenu une très grande icône aussi de la culture LGBTQI+. Donc, ce morceau a plutôt bien marché, mais pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez populaire et surtout, il n'a pas assez bien résonné alors qu'il mérite vraiment beaucoup plus d'attention. Et donc, ce soir, je voulais vraiment faire un focus d'ailleurs sur cette musique qui s'appelle Vulgar de Sam Smith et Madonna. On écoute ça tout de suite. Look like I'm dressed to kill. Love how I make me feel. All black and stripper heels. Mood like Madonna.
cercle des chroniqueurs. Et on enchaîne avec le plus de l'actu avec Nicolas Rividi. Alors Nicolas Rividi qui était à la marche puisqu'il a organisé cette marche avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? La marche d'hier. Me donner beaucoup trop de pouvoir. Non, mais effectivement, j'étais à la marche d'hier. Alors un peu à reculons, très honnêtement, parce qu'il y avait cette question de la présence de deux forces d'extrême droite, aussi bien le Front National que Reconquête avec. Moi, j'utilise Front National parce que j'ai la conviction profonde et étayée par des faits que le changement de nom est avant tout un ripollinage et que quand l'épicerie vend de la merde, on peut toujours changer la devanture. L'épicerie vend toujours de la merde. Et donc, l'épicerie Le Pen, pour moi, vend toujours de la merde. D'ailleurs, on voit qu'ils n'ont pas réussi à briser complètement le cercle familial. Donc, voilà, faut rappeler, par exemple, que Marine Le Pen a été faire la fiesta toute seule comme une grande au bal de l'extrême droite à Vienne. Il faut voir qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un de ses députés a menacé un député républicain d'origine maghrébine, enfin, de facto, mais en l'insultant publiquement dans un rassemblement et en le menaçant. Donc voilà, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas ce renouveau qu'ils essayent de nous vendre, et il n'y a surtout pas, et j'en suis particulièrement attristé et choqué, d'attitude bienveillante à avoir à leur égard, comme ça a pu être prononcé, notamment par certaines voix à gauche. Et alors, donc, tu as marché, donc, il y avait quand même autour de 100 000 personnes. Oui, c'est ça, un peu plus de 100 000 personnes à Paris, près de 200 000 personnes sur la France entière, parce qu'en fait, il y avait le cortège parisien, et il y a eu aussi des cortèges locaux qui ont été organisés. D'ailleurs, certains cortèges locaux qui ont clairement indiqué que l'extrême droite n'avait pas sa place dans les cortèges, c'est notamment le cas à Strasbourg. C'est pour ça que quelques députés insoumises et insoumis se sont présentés à la marche de Strasbourg, puisque l'extrême droite avait été exclue de ces cortèges. Celle de Paris, on peut dire que c'est une réussite? Alors, celle de Paris est une réussite, oui. Alors moi, je ne parlerai pas de chiffres, parce que je pense que les chiffres dans les manifestations, c'est la porte d'entrée du poujadisme en politique, et donc de cette logique assez maladive qui veut que n'existent que les choses qui sont chiffrables, et donc à ce titre c'est comme ça qu'on dit que la culture en fait ça vaut rien parce que ça rapporte rien, que l'éducation ça vaut rien parce que ça rapporte rien, etc. Donc moi je parlerai pas de chiffres, je dirais que c'est une réussite pour 3 choses. La première réussite, c'est qu'il y a eu une mobilisation, malgré tout il y a eu une mobilisation massive de gens qui peut-être n'ont pas l'habitude de manifester, mais qui se sont dit, voilà, cette fois-ci, j'y vais et je suis à ma place. La deuxième réussite pour moi, c'est qu'il y a eu quand même le collectif Golem, qui est porté entre autres par l'avocat Arieh Halimi, et qui est un collectif de juifs militants, de juifs et de juives militantes et militants, qui en début de manifestation a essayé de dégager Marine Le Pen du cortège et sa clique de nervis. Alors ils ont été évidemment nassés par les CRS, qui étaient là pour protéger les personnalités quelles qu'elles soient, mais voilà, c'est aussi ce qui m'a décidé à venir à cette marche, parce que je me suis dit, certes, il y a ce problème-là, mais je vais aussi, dans ce cortège-là, il y a aussi des gens qui, comme moi, ne l'acceptent pas et disent non. Et la troisième réussite, c'est que la manifestation s'est très bien passée, que c'est un sujet qui est épidermique. J'y reviendrai, mais c'est un sujet qui est épidermique dans la société. Qu'il n'y a pas eu d'incident ou de heurts. Alors il y en a un qui est rapporté, signé la Ligue de défense juive, donc c'est les fachos des juifs, voilà, pour planter un peu le décor. C'est aussi un groupe interdit, reconnu comme terroriste par un certain nombre de pays, donc voilà, ça montre que le terrorisme n'est pas uniquement imposé à certains. Non, en fait, quand on a un discours neutre, on reconnaît les excès d'où qu'ils viennent. Et donc, il n'y a pas eu de heurts. Il y a eu des gens qui étaient en bonne intelligence, qui ont crié des slogans de tolérance, qui ont appelé à la libération des otages. À aucun moment, je n'ai entendu que les Arabes devaient rentrer chez eux. À aucun moment, je n'ai entendu que les Palestiniens ne seraient pas légitimes en Palestine. Voilà, il y a quand même aussi une maturité. J'ai trouvé une maturité dans ce cortège qui
ces 3 éléments me font dire que c'est une réussite. Une marche républicaine. Une marche républicaine, oui, et puis donc ouverte à toutes et tous. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes, voilà, il y avait manifestement des gens de toute confession, parce que si je viens d'une famille juive, je ne suis pas juif moi-même, donc voilà, on pourrait considérer que je suis concerné, mais mon copain qui est normand, voilà, donc, et qui n'a rien à voir avec le judaïsme était là aussi, et voilà, parce qu'il y a un message à porter qui doit concerner tout le monde en fait, mais de la même manière que j'ai déjà été à des rassemblements pour lutter contre le racisme, contre l'islamophobie et au-delà des débats qu'il peut y avoir sur les termes, etc., mais pour porter l'idée que dans ce pays, en fait, chacune et chacun est libre de vivre comme il et elle l'entend, et qu'aucune force ne doit s'opposer à ça, que ce soit par la violence évidemment, mais même par les mots ou par les actes. Non, on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un, dès lors évidemment que ces actions ne contreviennent pas à la vie des autres, mais de renier une foi, une conviction ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était effectivement aussi important que ce soit élargi et que ce ne soit pas qu'une manifestation de juifs et de juives pour défendre le sujet des juifs et des juifs. La lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toutes les formes de haine et de violence doivent concerner l'ensemble des citoyennes et citoyens, et même étendu de gens qui vivent en France et qui ne sont pas forcément citoyennes et citoyens français, mais qui peuvent se sentir portés par l'idée que, non, en fait, dans ce pays-là, ce qui fait ce pays et son originalité, c'est que depuis au moins 2 siècles, il y a cette idée que chacune et chacun vit en paix avec les autres, dans ses convictions, et mérite le respect. Tu souhaitais réagir, Jean-François? Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce que Nicolas disait. En fait, tu disais que tu es de famille juive, mais pas juif de confession, et que ça concerne tout le monde, quoi qu'il en soit. Et effectivement, d'où que l'on vienne et qui que l'on soit, ça nous concerne. On ne peut pas s'exclure de ce genre de choses, de ce genre de débat, de ce genre de manifestations, parce que c'est la liberté qui est en jeu, c'est la vie avec notre voisin, quel qu'il soit. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, de même que à la mort de George Floyd aux États-Unis, il y a eu énormément de mouvements Black Lives Matter. La vie importe, en fait, c'est ce que ça veut dire. La vie des Blacks importe, la vie de tout le monde importe. Quelle que soit l'origine des gens, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, tout le monde a défilé parce que on vit ensemble. Donc, pas besoin d'être noir pour comprendre ça, et pas besoin d'être juif pour comprendre ça. Je pense qu'on est tous amenés à participer à ça. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça parce que le vivre ensemble, je pense que c'est fondamental, surtout par les temps qui courent. Alors c'est fondamental, et ce qu'a essayé de faire l'extrême droite hier, et je pense n'a pas réussi à le faire malgré ce que peuvent dire certains, c'est aussi de s'accaparer cette vie ensemble. Et moi je suis quand même assez frappé de voir finalement que il y avait un membre du collectif Golem qui disait, interviewé à la télé, en fait le FN est encore plus raciste qu'antisémite. C'est-à-dire que pour servir le racisme, le FN et Reconquête expliquent aux Juifs que ce qui attaque les Juifs, c'est pas leur nervi qui aurait soi-disant disparu. Ce sont les personnes des banlieues et les personnes de banlieue de confession musulmane. Et il ne faut pas oublier, et là je vais reboucler avec la thématique générale de notre émission, que le FN fait la même chose avec les luttes LGBT. C'est-à-dire qu'il vient expliquer aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans que les personnes qui les attaquent ne sont pas les nervis qui, là encore, seraient soi-disant devenus homophiles ou en tout cas nous taperaient plus, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Ça ne résiste pas à l'épreuve des faits parce que les agressions homophobes sont essentiellement le fait, quand on regarde les statistiques qui sont faites et les faits qui relèvent, sont essentiellement le fait de groupes d'extrême droite. Mais ils expliquent que ce sont les musulmans des banlieues qui attaquent les LGBT. Et donc à ce titre, rejoignez-nous, puisque qui lutte contre les musulmans des banlieues, je la fais un peu rapide, mais qui lutte contre les musulmans des banlieues, c'est nous. Et donc c'est extrêmement pervers comme système, parce que là, on nous a les politiques de gauche qui ont dit oui, mais Marine Le Pen n'est pas antisémite. Et puis il y a Jordan Bardella du haut de sa bêtise qui nous explique que non, il pense pas que Jean-Marie Le Pen soit particulièrement antisémite. Et donc toute cette confusion qui arrive, c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'on va devoir se supporter les gays du FN à la marche des fiertés.
au prétexte que finalement ils sont gays, puis ils luttent contre. Il suffit de déclarer qu'on lutte contre l'homophobie ou les LGBT-phobies, les LGBTQI+ phobies en général, pour avoir une espèce de certificat d'absolution. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je n'interdis pas éventuellement à Le Pen et à sa clique de lutter contre l'antisémitisme un jour, mais enfin bon, il va falloir du temps, il va falloir des preuves, il va falloir une démarche qui explique et qui démontre qu'à un moment, il y a une rupture. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais pas du tout. Pas du tout. On avait, je finis par là, sur la tribune à Nice, le Philippe Vardon, qui était à 2,50 m de Christian Estrosi, qui faisait son discours contre l'antisémitisme. Philippe Vardon, condamné il y a quelques années pour des chants antisémites dans un concert avec Salut Nazi et compagnie. Donc, je veux dire, à un moment, on marche quand même sur la tête à cet égard. Donc moi, j'appelle surtout, s'il y a d'autres manifestations de ce genre, les politiques à être extrêmement clairs et à admettre que non, ils ne sont pas les bienvenus. Et ce n'est pas faire offense à la République que de considérer qu'ils ne sont pas les bienvenus, c'est faire offense à la République de considérer qu'ils sont les bienvenus. Et donc, j'attends cet appel-là. Voilà, s'il devait y avoir d'autres manifestations, moi j'aimerais que ce soit comme ça. Jean-François ? Oui, et puis il y a aussi une chose qui est très importante, en fait, parce que dans cette espèce d'amalgame qu'on fait aujourd'hui en disant non, au RN, il n'y a pas d'antisémites, il n'y a pas de fachos, il n'y a pas tout ça. En fait, je pense que la République n'a pas vraiment envie non plus de voir qu'en France, il y a des antisémites. Faut pas non plus rêver. Je veux dire, c'est pas parce que on se met tous à défiler que tout ce rassemblement est un prétexte pour que finalement, non, en fait, en France, on n'est pas antisémite, c'est pas vrai, ils disent quelques conneries, anti-ceci, anti-cela, mais en vrai, au fond, ils le sont pas. Si, ils le sont. En France, il y a de l'antisémitisme, donc il faut être très vigilant à ça. Pour rebondir ce que disait Nicolas, effectivement, faut pas que ces gens-là profitent de cette situation pour se faire passer pour des gens très tolérants. Tu parlais tout à l'heure un peu des personnes de confession musulmane dans les banlieues. Il y a des exemples un peu tout simples à Paris, en région parisienne. Sarcelles, il y a le vivre ensemble, les juifs et les gens de confession musulmane qui vivent ensemble. Nous sommes ici dans le 19e arrondissement, c'est tout à fait le cas. Donc ça reste quand même un exemple, des exemples. Non, mais parce que ce sont les fantasmes qui sont servis. Je veux dire, dans les périodes de crise et de difficultés, les boucs émissaires sont toujours là, alors ils changent. Là, on est en train de nous faire croire que les juifs seraient en France, tout du moins, détachés de leur statut de bouc émissaire. Mais enfin, il ne faut pas être naïf. Le jour où la situation sera plus dure, qu'il faudra aller attaquer ceux qui ont la main sur l'argent, ceux qui ont la main sur les médias. Moi, je suis désolé d'en parler, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de tweets de Jean-Luc Mélenchon qui sont même plus borderline, en fait, hein. Il y a des choses, enfin moi ça me hérisse le poil. D'ailleurs, j'avais fait une chronique il y a 2-3 semaines pour lui dire d'arrêter de déconner. Oui, effectivement. Visiblement, il n'est pas connecté sur Homo Micro, il faudra lui envoyer le lien de l'émission. Mais très franchement, non, les choses ne sont pas gagnées. Et les gays, et les lesbiennes, et les bi et les trans se retrouveront attaqués le jour où la situation sera plus difficile. Donc en fait, la question, c'est pas de savoir si un tel ou un tel lutte contre l'antisémitisme, comme le disait Jean-François. La question, c'est il faut lutter. Et moi, je suis quand même assez surpris que cette manifestation ait été organisée par les 2 présidents du Parlement, donc qui ont entre les mains tous les outils pour faire passer les lois qui permettent de lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'islamophobie et contre toutes les formes de haine. Donc on a 2 présidents de Parlement qui viennent en tête de cortège nous expliquer ce serait bien de nous filer un coup de main quand même. Bon, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui organisent leur chambre, etc. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de la force populaire Qu'est-ce qu'on a besoin d'en arriver là, en fait? Parce que accessoirement, il n'y aurait pas eu la situation dramatique qu'il y a entre Israël et la Palestine aujourd'hui. Il n'y aurait pas cette marche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'antisémitisme? Non, évidemment. Il y en aurait, caché. Voilà. Mais voilà, on marche un peu sur la tête quand même. Donc, tout pour dire que j'y étais, mais j'ai quand même fait un effort. Alors oui, tu parlais, c'est à eux d'organiser leur chambre, parce qu'ils partagent la même chambre écoute, écoute, je ne sais pas s'ils ont envie. Voilà, faudra leur demander. On pourrait les inviter pour en débattre. Merci Nicolas. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs.
Une autre forme de haine au Canada, la haine anti-trans, prend de l'ampleur. Des gouvernements provinciaux adoptent des législations répressives envers les enfants trans et non binaires. Bonsoir Denis Martin-Chabot. Bonsoir Brahim. Le gouvernement très conservateur de la province du Nouveau-Brunswick a été la première à le faire. Elle a révoqué un règlement qui garantissait la confidentialité des enfants trans ou non-binaires qui, à l'école, changeaient leur prénom et leur pronom. L'école devenait ainsi ce qu'on appelait en anglais un safe space, un endroit bienveillant et sécuritaire où l'enfant trans ou non-binaire peut être ce qu'il, elle ou il est sans avoir peur du rejet, notamment des parents. Désormais, au Nouveau-Brunswick, les directions d'école doivent aviser les parents quand leurs enfants âgés de moins de 14 ans veulent assumer une identité de genre différente de celle assignée à la naissance. À l'autre bout du pays, en Saskatchewan, le gouvernement également très conservateur de cette province oblige désormais les directions d'école à révéler aux parents l'identité de genre exprimée par leur enfant. Ce règlement s'est retrouvé devant les tribunaux pour ne pas avoir à poursuivre la contestation judiciaire. Le gouvernement de la Saskatchewan a invoqué la clause dérogatoire de la Constitution canadienne. Pour une première fois, cette clause est utilisée contre nos communautés marginalisées. Et là, légalement très conservateur socialement, le gouvernement de l'Ontario, la plus grosse province au Canada, songe à emboîter le pas et forcer les directions à également informer les parents quand les enfants veulent utiliser un prénom et une identité de genre différents de ceux donnés à la naissance. Le discours de l'ultra-droite se décomplexe et prend l'avant-scène au Canada. Le Parti conservateur fédéral, dirigé par Pierre Poilievre, qui a emprunté quelques pages du livre de politique de Donald Trump, est très en avance dans les sondages sur les intentions de vote contre le libéral Justin Trudeau. À 1 an, peut-être 2, des élections générales, il y a de quoi s'inquiéter pour les communautés queer au Canada. Merci Denis Martin-Chabot. Comme quoi, même de l'autre côté, plus loin que chez nous, il se passe aussi des choses, des réactions un peu. C'est inquiétant, impressionnant, parce que moi j'ai une image du Canada assez ouvert, qui ferait presque rêver à se dire c'est peut-être mieux là-bas. Et en fait, la situation s'aggrave et finalement, quand on avance, lorsque des droits sont acquis ou lorsque la société a l'air d'être assez... Je l'espère, elle était à un moment bienveillante. Et finalement, il y a des retours de manivelle et il faut toujours rester sur nos gardes et être très vigilant. Nicolas ? En fait, je me faisais la réflexion, c'est bien aussi d'avoir des États centralisés quelquefois. Parce que, par exemple, en France, on ne peut pas avoir une région qui décide comme ça de façon unilatérale au prétexte que son Parlement est majoritairement réac de faire certaines choses. Et, à part Laurent Wauquiez. Évidemment. mais c'est pas la panacée, évidemment, parce qu'il y a d'autres choses. Mais voilà, et là, et aux États-Unis, par exemple, ça se voit sur la question de l'avortement, puisque en fait, l'absence de réelle législation au niveau fédéral fait que localement, des États peuvent décider, alors on le voit sur l'avortement, on le voit aussi sur les droits des trans, Denis Martin rappelait la pensée de Trump, mais c'est ça, les trans, les non-binaires et tout, et qui sont attaqués, mais au sein d'un État, parce qu'il suffit qu'il y ait un État un peu réac pour le faire. Donc, Jean-François. Je trouve que le mot pensée pour Trump... le vomi. Voilà, mais je t'en reconnaissais plus. Oui, je m'amoindris, j'ai l'impression quand même. Oui, non, mais alors, ce que ça dit aussi, c'est cette espèce de conservatisme galopant dans tous les pays du monde, finalement. Je crois que c'est peut-être aussi ça le gros problème. À partir du moment où on tombe dans un gros conservatisme, où les droites plus ou moins extrêmes apparaissent, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Au Canada comme ailleurs, malheureusement, effectivement, Valérie, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une image et un souvenir surtout aussi du Canada francophone, très open, très accueillant, ce qu'il est encore, j'imagine. Denis Martin-Chabot était venu ici au mois de juin. Mais malheureusement, il y a beaucoup de conservatisme qui monte. Et là, c'est un peu ça signe des arrêts de mort quand même assez nombreux pour toutes les minorités. C'est contre ça qu'il faut lutter, je crois. Effectivement. Ça ne nous empêche pas d'aller au Canada quand même. Tu iras, j'imagine. Pour écrire une nouvelle là-bas. Exactement. Ma cabane au Canada. Oui. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
Merci Denis Martin Chabot. Et on passe à la musique, le son de la fierté, après avoir écouté tout à l'heure Madonna. Anatole Macha, c'est... Eh bien ce soir nous allons parler de Arca, de son vrai nom Alejandra Guerci, une artiste vénézuélienne de musique électronique, compositrice et productrice. Née le 28 octobre 1989 à Caracas, dans une famille aisée, elle a passé une partie de sa jeunesse dans le Connecticut, qu'elle décrit comme étant dans une bulle et ajoute qu'elle avait, assignée alors comme une personne de genre masculin, du mal à accepter son homosexualité. Arca a émergé sur la scène musicale en tant que productrice au début des années 2010, attirant rapidement l'attention avec ses productions expérimentales et avant-gardistes. Sa carrière a décollé lorsqu'elle a commencé à travailler avec des artistes notables tels que FKA Twigs, Kanye West et Björk. Ses contributions à l'album Vulnicura de Björk en 2015 ont été particulièrement saluées. En 2014, Arca se lance dans sa propre carrière musicale avec la sortie de son premier album, Xen, qui a été suivi de près par Mutant en 2015 et Arca en 2017. Ces albums ont consolidé sa réputation en tant qu'artiste électronique alternative en plus de productrice pour la pop. Arca est reconnue pour sa volonté d'expérimenter avec les sons, souvent en utilisant des éléments non conventionnels et de la pop recontextualisée. Sa production musicale a du mal à se trouver une place dans les frontières stylistiques, faisant partie des rares artistes pouvant identifier leur musique à eux-mêmes, ayant une certaine proximité avec d'autres artistes que nous avions présentés précédemment dans cette chronique, comme Feu Sophie. De plus, Arca a ouvertement parlé de son identité de genre non-binaire et de son expérience en tant que personne transgenre. Elle a joué un rôle important en tant que modèle de visibilité pour la communauté LGBTQ+. Son travail artistique reflète souvent ces thèmes, explorant les complexités et aussi l'identité et la sexualité. En somme, Arca est une artiste multidimensionnelle qui transcende les frontières musicales et défie les conventions. Son approche avant-gardiste, sa production novatrice et son engagement envers la visibilité des personnes LGBTQ+, font d'elle une figure emblématique de la musique électronique contemporaine, encore une. Sa capacité à fusionner des éléments sonores variés tout en explorant des thèmes profonds et personnels la distingue comme l'une des artistes les plus captivantes et influentes de sa génération. Et donc pour la découvrir, je vous propose d'écouter Rakata de l'un de ses récents albums. El furruco retumba incesantemente. Bien simpático, mientras mi flow psicopático sigue cruzando por tu vena. Mira cómo vibra y no controla. Ataja gata y sin condena, sin pena yo sin pena te lo doy, te lo pongo sobre tu cena. Bruja buena que soy. Ya va, que me como al mundo ya, con esta gana de follar ya. Mírate la zurraca, ta, 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 Au micro, le cercle des chroniqueurs. Culturez-vous pour terminer cette émission au programme ce soir. Isabelle Adjani et son grand retour à la musique, l'exposition Parfums d'Orient à l'Institut
du monde arabe jusqu'au 17 mars 2024. Jean-François Kérisik. Et oui, donc on termine en beauté, comme je vous l'ai promis au début de cette émission. Et nous sommes tous fans de celle dont je vais vous parler, puisqu'il s'agit d'Isabelle Adjani. Que ceux qui ne l'aiment pas lèvent le doigt, je contrôle, personne ne lève le doigt, très bien. Elle a une carrière au cinéma qui est riche en rôles marquants, on pense à Camille Claudel, Adèle Hugo avec François Truffaut, La Reine Margot chez Patrice Chéreau, des rôles forts au théâtre aussi avec Mary Stuart, faut quand même pas s'endormir sur l'interprétation. Ou la pièce Opening Night, qui est sa dernière apparition au théâtre. Mais ce soir, c'est son album qui nous occupe. 40 ans après Pulmarine, signé Gainsbourg et Adjani, elle avait participé au texte, je le rappelle. Elle nous propose aujourd'hui l'album Bande Originale, qui est pas une affaire de bande de potes, mais pas loin. L'album raconte ses rencontres amoureuses, amicales, ses coups de cœur avec Isabelle Adjani, comme on sait. Tout est passion et rien n'est tiède. Musicalement, l'ensemble est très homogène, jamais répétitif. Les sons sont très élégamment électro, les arrangements subtils. Et ces arrangements, habillent ces très belles mélodies. J'en suis très ému. Dès que je parle d'Adjani, moi j'en perds mon latin, que je n'ai déjà pas beaucoup d'ailleurs. Au casting, accrochez-vous, il y a quand même Benjamin Biolay, Simon Lebon du groupe Duran Duran, pour ceux qui ont connu Madonna, qui est toujours en activité d'ailleurs ce groupe, Étienne Dao, Gaëtan Roussel, Youssou N'Dour et puis les regrettés Christophe et Daniel Darc. Le travail sur cet album a commencé en 2006, donc ce ne sont pas des duos virtuels, ce sont des duos qui ont été enregistrés en studio. C'est un vrai travail d'équipe. L'album s'est terminé en 2021 sous la houlette de Pascal Obispo. Ça peut en surprendre quelques-uns. Mais il a fait un très très bon travail de producteur. Et puis je pense qu'Adjani n'aurait pas confié sa voix à n'importe qui. Donc ce projet est porté assez haut. Voilà, donc quel que soit le domaine, Isabelle Adjani sait nous surprendre et on l'attend avec impatience au théâtre et ailleurs. Voilà, donc l'album s'appelle Bande Originale, c'est un petit clin d'œil au cinéma, c'est le label parlophone Warner Music. Et puis à l'Institut du monde arabe s'y trouve tout un monde d'odeurs. Absolument, pour ceux qui connaissent, et je sais que vous êtes nombreux, ce magnifique institut présidé encore, je crois, par Jack Lang, l'Institut du monde arabe régale les narines et l'esprit en cette fin d'année avec une très belle expo appelée Parfums d'Orient. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'Italie et la France qui ont participé à la parfumerie mondiale, mais il y a aussi l'Orient, parce que l'Orient, c'est le pays des épices, des senteurs d'encens, de musc, qui est toujours très utilisé d'ailleurs dans la parfumerie contemporaine. L'expo nous propose un parcours inédit. Donc ces senteurs d'Orient, on parle d'Égypte, du Maroc, qui utilisaient les onguents, diverses épices pour créer des parfums fulgurants et envoûtants. La maison Guerlain en a utilisé beaucoup. Ce parcours olfactif a été mis en place par Christopher Sheldrake. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la parfumerie, c'est le nez de Serge Lutens, qui est un grand parfumeur et qui a beaucoup travaillé au Maroc. Et il a conçu ce parcours avec différentes étapes pour nous apprendre ce qu'est le musc, ce qu'est le jasmin, parce que là-bas aussi, on cultive beaucoup le jasmin, la fleur d'oranger bien évidemment. Et on se rend compte que toutes ces odeurs à l'état brut nous rappellent forcément un parfum que l'on a porté ou que d'autres ont pu porter, et c'est vraiment très émouvant. C'est un parcours qui est vraiment magique. L'histoire de la parfumerie en Orient est très bien documentée. On apprend sur plein de choses sur ce monde ancestral qui inspire, comme je le disais, toujours la parfumerie d'aujourd'hui. C'est jusqu'au 17 mars à l'Institut du monde arabe, et vous pouvez, pour clore tout cela, aller boire un thé à la menthe au tout dernier étage. Et si vous sentez que vous avez un tagine, n'hésitez pas, parce que c'est toujours un délice. Ouais. Avec Jack Lang qui sert, pourquoi pas. Alors, Jack Lang, je suis allé voir l'expo samedi, et Jack Lang, pour la petite histoire, il sortait de l'Institut du monde arabe au moment où on rentrait. Parce que manifestement, il en sort, il y rentre beaucoup, mais voilà. Mais il succède toujours à sa propre présidence. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, lui pas. Moi, je cherche un peu le parfum envoûtant. Le nôtre, tu veux dire? Oui, un parfum qui envoûte. Personne ne connaît. Ah, faut aller, alors justement, c'est pas pour faire une petite pub, mais faut que tu ailles chez Serge Lutens. Ouais. Lui, il connaît très très bien les odeurs effectivement très envoûtantes, très charnelles. Ouais. Il est d'origine marocaine et il travaille donc avec le fameux Christopher Sheldrake, et je pense que je te vois bien porter un parfum qui s'appelle Cherki, de Serge Lutens, qui est un parfum qui est à base de dattes. Alors c'est assez compliqué de mettre cette résonance, cette odeur de date dans un parfum, mais très honnêtement, ça tirait très bien. Vous savez quoi,
le 7 décembre prochain, j'aurai 60 ans, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah bah, et... Le 7 décembre, je crois que je suis pas là. Nicolas. Il va voir Madonna. J'aurai 60 ans. Bah Nicolas. oui, mais on fera une petite bringue. C'est un lundi? Non, je ne sais même pas. J'ai même pas Si fait attention. c'est un lundi, Non. alors là, je pense qu'on fait une émission spéciale. J'avais une question Certainement. pour Jean-François, peut-être Oui. une exposition pour les personnes qui ont perdu l'odorat à cause du Covid, parce que là c'est quand même un peu, c'est quand même un peu frustrant ce que tu. Alors, tu peux faire une expo de mode, parce Ah. que tu peux toucher. Ah, on peut toucher. On peut toucher le tissu, on peut toucher un certain nombre de choses, ou alors tu peux aussi aller faire des expos en plein air. Alors je pense que c'est un truc tout con, mais c'est un peu loin. En Norvège, j'ai visité un musée qui était spécialisé dans l'art pas préhistorique, mais pas loin, enfin ancestral norvégien, et on pouvait toucher les objets de bois, ce qui arrive très peu en France. On touche jamais rien en France, mais chez eux c'était pas un problème. Donc voilà, tu peux toucher, tu sentiras pas le bois, tu sentiras pas le pin ni le mélèze, mais tu vas voir, tu vas te Merci. régaler quand même. Merci Jean-François. On poursuit cette page culture. Valérie Beau, Eh bien, l'agenda de... L'agenda, alors moi je vous invite vraiment très chaleureusement à aller à la librairie Violette Co. J'y suis enfin allée cette semaine parce que ça a ouvert il n'y a pas si longtemps, hein, c'est mi-octobre. L'ambiance est chaleureuse. En plus, avec ce froid ou ce temps assez pluvieux, on peut aller y prendre la boisson de son choix, sachant qu'il y a une boisson spéciale Violetta. Je vous laisse découvrir, délicieux. Alors, pour vos soirées cette semaine, jeudi 16 à 19h30 sera présenté Portrait Waco de Gabriella Werner à découvrir. Vendredi 17 novembre sera présenté les strates, Sous les strates de l'Ouève. Donc ce sont souvent des livres, on va dire, déjà écrits par des femmes et animés chaleureusement et avec de belles découvertes. Ouais. Et puis le week-end arrivera. Et le il fera peut-être pas beau. Cinéma. Il faut aller au cinéma. Le 18 commence le festival Chéri jusqu'au 30, je crois, ou au 29, enfin pour pratiquement 15 jours. Donc on va se régaler de vous alimenter de beauté, de films à voir, en profiter pendant le festival, et puis à rêver dans les mois prochains quand ils sortiront sur les écrans. C'est à quel cinéma du coup Alors donc Beaubourg, MK2 Beaubourg, MK2 François Mitterrand, MK2 Quai de Seine. Quai de Seine, ok. Voilà, le programme est en ligne et profitez. Jean-François ira, je suis sûr, en plus. Absolument. J'irai parce que j'y suis jamais allé, j'avoue, et j'irai sûrement. Je voulais faire juste une petite promo, Brahim, si tu le permets, puisque la semaine prochaine, j'ai une invitée qui s'appelle Apolline Bazin, qui a écrit un magnifique ouvrage d'art sur les dragues, des origines à nos jours. Voilà, donc ce qu'on appelle drague aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le transformisme du début du siècle, mais c'est jamais qu'une suite logique. Et voilà, c'est une fille très chouette et soyez tous à l'écoute parce que vraiment le livre est magnifique. Pour les fêtes de Noël, il faut commencer à y penser. C'est un très beau cadeau. Nicolas ? Oui, alors sur le drag, du coup, juste pour rajouter, si le sujet vous intéresse, il y a 2-3 reportages assez intéressants de Nikki Doll, qui est la présentatrice de Drag Race en France, où elle va dans d'autres pays discuter avec d'autres militants LGBTQI+, et militantes, et aussi interroger la pratique du drag, et c'est très intéressant, parce qu'en fait on découvre plein de choses, et que aussi ce qu'on voit dans Drag Race, c'est une vision du drag, et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Merci Nicolas, à très vite dans Au Micro. Au revoir Jean-François. Salut Brahim. Au revoir Valérie. À très vite, ça passe vite, une heure ensemble. Oh là là. Effectivement. Au revoir à nos deux réalisateurs, Nathan et Anatole. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.